Qui est le plus fort? C'est une question qui revient toujours dans tout ce qui est shonen neketsu, ou même plus généralement dans les histoires où l'action a une grande importance, que ce soit dans les mangas, les comics, les romans, les séries, etc. Et généralement, cela n'amène que des débats puérils et enfantins entre Kiku, vous savez les fameux Goku vs Saitama, Goku vs Superman, etc. Ce genre de débat chiant et qui n'a aucun intérêt. Et même si on élimine les comparaisons entre histoires différentes, les comparaisons entre personnages des mêmes histoires, bien que pertinentes sur le principe, sont souvent le théâtre de fanboys et de fangirls qui se battent entre eux sans réel argument et sans la moindre objectivité. C'est pourquoi la tendance inverse peut être d'essayer d'ignorer complètement toutes ces histoires de puissance et de juste profiter de l'histoire. Mais personnellement, je n'arrive jamais à me détacher de cela. C'est enfantin, oui, mais savoir que tel personnage est plus fort que tel personnage m'intéresse vraiment. D'autant plus qu'avoir une idée objective des forces en présence participe à la cohérence de l'histoire et de ses combats, et permet de se rendre compte des progrès que doivent effectuer les personnages devant surpasser d'autres personnages. Les auteurs l'ont bien compris, ils ont compris à quel point donner un indicateur objectif de puissance, mais aussi de divers autres facteurs comme l'influence, la dangerosité, etc., était un outil de narration efficace. Pour ne citer que les plus connus, il y a bien sûr les détecteurs dans Dragon Ball, dont Toriyama s'est vite débarrassé après s'être rendu compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça, ou bien les primes dans One Piece, qui sont un outil de comparaison plus subtil que de la simple puissance brute. Si ces outils ont leurs avantages et leurs inconvénients, que je ne vais pas expliquer ici, nous allons voir le système qu'utilise Sue dans Tower of God. Comme d'habitude, cette vidéo spoil jusqu'au chapitre 485, alors si vous n'êtes pas à jour, il vous reste quelques secondes pour quitter la vidéo. Elle se base également sur du lore non canon, alors certaines de ces informations sont à prendre avec des pincettes. Enfin, je ne l'avais pas prévu, mais la vidéo étant beaucoup plus longue que je ne l'avais imaginé à la base, elle sera divisée en 3 parties. La première sur la présentation générale ainsi que le classement jusqu'au top 300, la deuxième sur le top 100, et la troisième et dernière se concentrera sur les 4 premiers du classement. Salut, c'est Lilian. Et aujourd'hui nous allons parler de la Ranker Administration Office, nous allons parler du classement des rankers. La RAO, pour Ranker Administration Office, que l'on peut traduire par Bureau d'administration du classement, est l'une des organisations les plus influentes de la tour. C'est une organisation officiellement indépendante, mais qui est tout de même assez rattachée à Jahad puisque c'est sous ses ordres que son actuel directeur, Tommy, a créé cette organisation. D'après le lore non canon, Tommy est une personne qui part toujours jouer dehors au lieu d'être dans le bureau, dont les actions semblent dire « au diable le charisme, prendre des décisions et gérer les problèmes », pour citer Sue. Il a donc été engagé par Robert Eisand, qu'il surnomme Aizen, comme directeur adjoint et comme premier employé de la RAO, dans le but de lui refiler tout le boulot. Robert Eisand, en tant que directeur adjoint, est donc la personne qui dirige réellement la RAO. C'est un homme d'1m95 dont le surnom est Vague Froide, de par sa capacité exceptionnelle et précise à gérer les affaires, ainsi que sa personnalité silencieuse. Il est également connu sous le surnom de Robo Eisand. À un moment donné, il y avait une rumeur disant qu'il était un cyborg créé par l'atelier, mais cela a été officiellement démenti par ces derniers. Au niveau de son apparence, il a de longs cheveux argentés qui descendent jusqu'aux extrémités de ses pieds, une apparence très masculine avec une silhouette prononcée, le tout dégageant une sensation particulière. Entre cette apparence et celle de Tommy qui est plus petit, et l'opposition de leur personnalité, on dit souvent que ces deux-là semblent père et fils. Aizen est un homme mystérieux. Il y a tellement de choses inconnues à son propos que même Jahad ne connaît aucun détail sur sa naissance. Ce n'est pas un ranker, mais il possède la même autorité de par son poste. En général, le travail de la RAO est de gérer les classements des hauts rankers. On pourrait donc dire en quelque sorte qu'il est la plus grande autorité de la tour, comme une sorte de juge suprême. Puisqu'il n'a jamais gravi la tour, il est impossible d'évaluer ses compétences au combat, de plus qu'il a lui-même dit « Je n'ai jamais combattu depuis le jour de ma naissance ». Il semble qu'il n'a que la puissance d'une personne ordinaire, mais malgré ça, il possède un grand charisme et ne se plie jamais, même face à des hauts rankers. On dit qu'il y a à l'inverse de nombreux cas où c'est lui qui prend le dessus. Par exemple, à une époque, Urek Madzino se plaignait que son rang était inférieur à celui de Fantaminium, et est rentré par effraction dans la RAO. Il a capturé Aizen et l'a menacé pour augmenter son rang. Urek lui demanda « M'as-tu déjà vu combattre Fantaminium ?» Ce à quoi Aizen répondit brièvement et sans hésitation « Tu serais le perdant ». Urek Madzino, choqué, ne pouvait que rentrer amèrement chez lui. Après cela, Urek Madzino a été taquiné et a eu le droit à des surnoms comme Urek Loserno, Loserek Madzino ou Uloser Madzino au sein du Wolexang.
et il est dit que ça a pris une telle ampleur que des bandes dessinées et des livres d'humour racontant cet accident ont été publiés, vendus, et sont devenus populaires. Baekhyun a affirmé avec conviction que ces bandes dessinées auraient un grand effet thérapeutique dans le traitement contre la dépression. En réalité, les opinions sur le classement d'Aizen sont partagées. Cependant, la majorité soutient que, en ignorant la capacité de combat et en se basant purement sur l'affluence, il peut rivaliser avec le Fugue ou les chefs des 10 grandes familles. En tout cas, à cause de son caractère vicieux, Tommy a inclus Robert Aizen dans le classement, même s'il n'était pas un rankeur. Un jour, Tommy a envoyé un message à Aizen lui demandant quel rang il allait se donner, et Aizen a répondu un point d'interrogation, ce que Tommy a littéralement ajouté au classement. Robert Aizen est donc le numéro point d'interrogation du classement, tandis que Tommy, qui n'est pas un rankeur lui aussi, n'y est pas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la RAO a été créée par Tommy après une demande de Jahad, et que ce dernier a refilé tout le boulot à Robert Aizen, et que le but de la RAO est de classer les rankeurs. Il y a des bureaux de la RAO à chaque étage, pour que chacun d'eux puisse surveiller les rankeurs de leur étage, et il y a aussi dans chaque bureau des rankeurs de test qui servent d'évaluation pour les rankeurs qui ne seraient pas satisfaits de leur classement, même si rien n'empêche un régulier d'aller le combattre. Nous connaissons le bureau du 50e étage où Bam a affronté et battu Pan, le rankeur de test, le premier rankeur qu'il a affronté et vaincu officiellement, mais le bureau le plus notable est celui du 134e étage, puisque c'est celui où les réguliers qui achèvent leur ascension de la tour sont nommés officiellement rankers et où on leur attribue leur premier classement. Le nom ranker vient d'ailleurs du fait d'être classé et d'avoir un rang. Les rankers sont classés de 1 à 100 000, puisqu'ils sont environ 100 000, selon divers critères comme les capacités au combat, l'influence, les actions, etc. Ce que nous allons expliquer en détail maintenant. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le classement des rankers n'est pas un classement de puissance pure. Tout d'abord, en Tower of God, comme dans de nombreux shonen, les combats ne se résument pas à de la simple puissance brute. Les aptitudes des différents personnages sont tellement variées qu'il est impossible de faire un classement objectif. Cela va beaucoup dépendre du contexte, des pouvoirs de chacun, etc. L'un des meilleurs exemples est Lopobia Lefave, qui est 278ème du classement pour la simple raison que c'est un sniper et que ses balles peuvent même one-shot un ranker du top 300, et qu'elle a tué de nombreux ennemis puissants grâce à ça. Alors qu'elle est en fait moins puissante qu'un haut ranker, et qu'elle devient même plus faible qu'un ranker ordinaire après avoir tiré les 2 balles qu'elle peut tirer par jour. Ensuite, en dehors même des aptitudes au combat, il y a l'influence. Si vous prenez par exemple Baekhyun, le chef du Wolexang et le meilleur ami d'Urek Madzino, qui est 9ème du classement devant pas mal de chefs des 10 grandes familles. Vous voyez bien que c'est l'influence qui le fait tenir à cette place. On ignore son talent au combat, et il doit être sûrement puissant, mais les chefs des 10 grandes familles, de par leur statut d'irrégulier et pour d'autres raisons qu'on détaillera après, le sont beaucoup plus. Ce qui fait que Baekhyun est aussi haut dans le classement, c'est parce qu'il est le chef du Wolexang, l'une des organisations les plus influentes de la tour. Mais aussi et surtout parce qu'il est le meilleur ami d'Urek Madzino. Imaginez juste 2 secondes ce qu'il se passerait si un groupe s'attaquait à Baekhyun. Il se ferait tout simplement exterminer par Urek, sans même parler du fait que si Baekhyun demande quelque chose à Urek, Urek le fera certainement. De ce fait, Baekhyun est comme une grosse bombe qui vous explose à la gueule si vous la touchez, d'où son énorme influence et son classement aussi élevé. Au final, il pourrait être plus faible qu'un ranker, cela ne changerait rien. De plus, le classement dépend aussi des actions des personnages. Ainsi, on peut très bien imaginer que des personnages puissent être sous-évalués s'ils cachent volontairement leur pouvoir, ou même simplement s'ils restent discrets et qu'ils ne cherchent pas particulièrement à monter dans le classement. Ce qui est le cas de Han Sung-yu, qui a refusé de devenir haut ranker pour devenir l'administrateur des tests du 2e étage. Certains peuvent même ne pas être évalués du tout, comme par exemple les Blue Hole, ou trous bleus en français, qui est un terme qui désigne les hauts rankers qui ont été inactifs durant si longtemps qu'on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, ou bien pour les hauts rankers dont le pouvoir et l'influence est difficile à mesurer. A cela s'ajoute la subjectivité de ce classement. Le classement est construit par la RAO. Ce n'est pas un classement que l'auteur a fait comme ça en dehors de l'œuvre pour faire plaisir aux fans. C'est un classement qui existe dans l'univers de Tower of God. Il est créé par les personnages de l'œuvre et par leur avis subjectif. Sioux peut très bien nous mener en bateau pour nous faire croire des choses de cette manière, ce qui est l'équivalent de la fameuse technique du narrateur faillible dont j'ai déjà pas mal parlé. Il faut aussi bien avoir en tête que c'est un classement dynamique. Il change beaucoup, peut-être pas au niveau des premières places, mais en tout cas, et encore plus dans le contexte tendu actuel et toutes les guerres qu'il va se produire, ce classement risque de beaucoup changer au fur et à mesure que l'histoire évolue. Enfin, ce classement est un classement des rankers uniquement. Même si Bam a battu un ranker, il ne rentre pas dans le classement pour la simple raison qu'il est un régulier. Pareil pour les non réguliers. Des personnages ultra importants et influents comme Repelista Jahad ou même Maxet ne sont pas dans le classement puisqu'ils n'ont jamais gravi la tour.
La seule exception étant donc Robert Eisand qui est le numéro point d'interrogation du classement à cause de Tommy. Voilà pour ce qui est de l'explication sur la façon dont fonctionne le système du classement des rankers, mais maintenant on va attaquer la partie que vous attendez tous, j'imagine, le classement. Les personnages du top 100 000 sont tout simplement l'ensemble des rankers. En fait, une fois qu'un régulier atteint le 134e étage, et devient donc un ranker, le système compétitif des réguliers qui consistait à écraser les autres pour gravir la tour se transforme en une rivalité entre rankers pour avoir une meilleure place au classement. Une meilleure place leur donne divers avantages comme par exemple de meilleurs jobs. On ne sait pas vraiment si les rankers normaux ont un véritable classement précis, et il est difficile d'imaginer que ce soit le cas. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'un ranker puisse être numéro 59 451 du classement. Les classements les plus hauts doivent plutôt se faire par tranche, j'imagine. Un ranker pourrait être dans la tranche 45 000 à 45 999 par exemple. Il n'y a pas de précision à ce propos. Aussi, j'ai appelé cette partie le top 100 000, mais le nombre de rankers évoluant constamment, puisque certains meurent pendant que d'autres passent de régulier à ranker. Cela reste une approximation, il pourrait y en avoir un peu plus ou un peu moins. A savoir que même s'ils sont très nombreux, devenir ranker est déjà un exploit en soi. La traduction officielle n'est pas très claire à ce sujet puisqu'elle dit que seuls 1 ou 2 réguliers parmi des milliers d'autres deviennent ranker. Mais la traduction anglaise de la fantrad indique que c'est plutôt 1 ou 2 réguliers sur des dizaines de millions qui deviennent ranker, et je trouve cela plus proche de la vérité. Il faut se rappeler que rien que lors des tests de l'étage 2, sur 800 participants, seuls 15 d'entre eux ont réussi à passer à l'étage suivant, en comptant BAM. Et c'est sans parler du fait qu'il reste encore 132 étages à gravir derrière, avec des tests de plus en plus durs, de nombreux abandons, notamment à partir du 20e étage, de nombreux morts durant les tests, certains qui ne peuvent plus monter plus haut simplement car la densité de Shinsu est trop élevée, d'autres dont la progression est tellement lente qu'on se doute qu'ils n'arriveront jamais au sommet, etc. Être dans ce top 100 000 est donc déjà un énorme exploit en soi. C'est comme gagner au loto, comme le disait Shu dans sa note à la fin du chapitre 29 de la saison 2. Cependant, il faut tout de même noter que les compétences de certains réguliers sont supérieures à celles de certains rankers, comme Bam par exemple, ou Adori Jahad avant qu'elle ne devienne ranker. Mais aussi que certains rankers peuvent être très faibles et avoir simplement la chance d'être tombés sur une bonne équipe pour les emmener au sommet, un peu comme ce que fait Rachel actuellement. On connaît actuellement 43 rankers qui ne sont pas dans le top 10 000, ou dont on ne sait pas s'ils y sont ou non. Les rankers faisant partie des meilleurs 10%, et donc du top 10 000, sont appelés top rankers, ou avanced rankers en anglais. On ignore si être un top ranker signifie être parmi les meilleurs 10% ou dans le top 10 000 en vérité. Car si c'est les meilleurs 10%, cela veut dire que le nombre de places peut varier, une nouvelle place se libérant lorsque 10 nouveaux réguliers deviennent rankers. Mais cela est assez négligeable, on s'en fout un peu. Les top rankers connus sont Han Sung-yu, Fonseca Drake, Lopobia Didiano, et Kulden, Ruelmon et Jordan, respectivement les numéros 6, 7 et 8 du clan de Yama. Sachant que dans le cas de Han Sung-yu, ce dernier a refusé de devenir un haut ranker. Et justement, puisqu'on en parle, lorsque l'on est dans les meilleurs 1% des rankers, qu'on est donc dans le top 1000, on devient un haut ranker, high ranker en anglais. Les hauts rankers sont un peu considérés comme les dieux parmi les dieux par les habitants de la tour. D'ailleurs, tous les gouverneurs d'étage sont des hauts rankers. Il est impossible de devenir gouverneur si l'on n'est pas haut ranker. D'ailleurs, l'apparition d'un seul haut ranker est une véritable calamité pour n'importe quel régulier. C'est pourquoi lorsque l'un d'eux apparaît, les personnes dirigeant l'étage font tout pour protéger les réguliers. Et s'il faut, le gouverneur d'étage en personne interviendra. Comme ça a été le cas au 44e étage avec le combat entre son gouverneur, Kun Royal Elliot, et Evankel. Comme le disait Shu à ce propos dans la note de fin du chapitre 191 de la saison 2, on ne peut combattre des bombes nucléaires qu'avec des bombes nucléaires. Ils risquent rarement leur vie. Des combats comme celui entre Yuri et Karaka, ou comme ceux que l'on peut voir en ce moment à la bataille du Nid, sont très rares. Evankel disait d'ailleurs qu'ils étaient tellement forts, ils vivaient depuis si longtemps, que la plupart d'entre eux n'imaginent pas un seul instant pouvoir mourir, et qu'ils sont donc assez craintifs et réticents à prendre des risques. Il y a aussi parmi ces hauts rankers, la catégorie spéciale dont j'ai parlé tout à l'heure, les Blue Hall. Chaque haut ranker reçoit un surnom que leur donne la RAO, en rapport avec leur position au combat ou d'autres aspects. Les pêcheurs auront généralement un nom de Shinhe, les guides des noms de bateaux, les manières de vagues des noms en rapport avec le vent ou les vagues, etc. Ils peuvent refuser leur surnom, c'est le cas de Baekryun ou de Kunedan par exemple, et ils peuvent aussi en avoir plusieurs. Enfin, pour bien comprendre la différence entre les rankers et les hauts rankers, Shu avait dit dans un question-réponse que si un ranker avait sur lui une dizaine d'armes différentes, un haut ranker en aurait une centaine. Les hauts rankers connus sont, si on exclut ceux dont je parlerai plus tard,
Hayuri Jahad, qui fait partie du top 500, Dorian Frog, Harry Bright Sharon, August Gus, Baylor Doom, qui était autrefois dans le top 200, mais dont le classement actuel est inconnu, ses deux frères Baylor Paul et Baylor Yama, Berdish, la numéro 4 du clan de Yama, Cha, Dowon, Garam Jahad, qui est certainement une Blue Hole, Grande Ja, Grande Sa, Hachanghi, Hais Jahad, Kalavan, Karaka, qui vient seulement d'en devenir un, Kendrick Diel, Kel Helam, un Blue Hole, Kun Hind Luch, Kun Marco Asensio, Kun Royal Elliott, Lopobia Futsil, Lopobia Aracha, Lopobia Yasracha, Lopobia Asacha, Madorako, McCage, Nyono One, Pobido Liborik Kun, Pondo Jahad, Quadrado, Soho, une Blue Hole, Sofiatan, White et Yolker. Ce qui fait déjà pas mal de monde, mais je vous en ai encore gardé quelques-uns. A partir du top 300, si on oublie certains cas exceptionnels, il est impossible de rentrer dans ce top si l'on ne tue pas un autre membre du top 300 au combat. On connaît deux personnages dans ce top 300, le premier étant Lopobia Lefav, qui est 278ème du classement grâce à ses capacités de sniper, lui permettant de tuer en un coup des hauts rankers. Et le second personnage étant Evankel, qui était autrefois 60ème du classement, mais qui est sorti du top 100 pour la simple raison qu'il ou elle, car oui, le genre d'Evankel est toujours volontairement indéterminé, a perdu son poste de gouverneur du deuxième étage, ce qui lui fait perdre en influence et qui vous montre au passage à quel point l'influence est importante dans ce classement, au-delà de la puissance brute. Il pourrait y avoir d'autres personnes dans ce top 300, parmi ceux que j'ai cités plus haut, je pense notamment à Kalavan, certaines princesses de Jahad, Kun Royal Elliott, Yama, Liborik, qui d'ailleurs pourrait même être dans le top 100 je pense, Yasracha, les gouverneurs des différents étages de manière générale, et les trois autres commandants de corps de l'armée de Jahad aussi, ou encore les membres de la RED et de la garde royale, ou du Wolexang. Mais comme rien n'a été confirmé, il ne vaut mieux pas s'avancer. Voilà, ce sera tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, il y aura beaucoup plus de choses à dire, notamment sur les chefs des 10 grandes familles. Ce sera sûrement la vidéo la plus longue que j'aurai faite jusqu'à présent, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, poser des questions, etc. Et on se retrouve pour la deuxième partie sur le top 100 des rankers.